Alors, ce meeting sur les LuxLeaks ce soir a été organisé à l'initiative de la CGT, notamment de l'UGICT CGT, du SNJ CGT, le syndicat des journalistes, et de la CGT Paris. Pourquoi? Parce que c'est une question qui concerne d'abord les enjeux de justice fiscale, parce que les faits qu'ont révélés Antoine Deltour, Raphaël Halet et Édouard Perrin ont permis de démontrer la fraude fiscale massive organisée par les multinationales qui faussent complètement le système d'impôts et qui font qu'aujourd'hui les impôts reposent sur les ménages et sur les PME. Les grands groupes s'exonèrent complètement de la justice fiscale, ce qui étouffe les services publics et étouffe également les ménages. Et puis la deuxième raison qui fait que l'UGICT CGT s'intéresse en particulier aux lanceurs d'alerte, c'est que les questions que posent les lanceurs d'alerte, c'est celle de la liberté d'expression et de l'éthique professionnelle quand on exerce son métier. Antoine Deltour et Raphaël Halet, ils étaient salariés, cadres de PricewaterhouseCoopers, et donc ils se sont rendus compte que leur métier entrait en contradiction avec leur éthique professionnelle et avec l'intérêt général. Ils se sont rendus compte qu'ils concouraient à un système massif d'optimisation fiscale et ils ont voulu dénoncer ce système. Et ils sont poursuivis justement pour avoir dénoncé ce système. Et nous considérons qu'il faut permettre aux salariés, et notamment à ceux qui sont en responsabilité, de pouvoir faire primer leur éthique professionnelle, de pouvoir faire primer l'intérêt général sur le diktat des actionnaires. Édouard Perrin, journaliste à Cache Investigation, il est poursuivi justement pour avoir fait son métier de journaliste, et c'est son professionnalisme qui est remis en cause, c'est la liberté de la presse qui est remise en cause à travers ces poursuites, raison pour laquelle le syndicat national des journalistes CGT est également mobilisé ce soir lors de ce meeting. J'ai pas de prétention de servir d'exemple, mais voilà, c'est vraiment très encourageant que des citoyens à la base puissent faire bouger les lignes. Et après, c'est extrêmement paradoxal d'être condamné pour ces raisons-là. Le tribunal lui-même a reconnu l'intérêt public de la démarche de Raphaël Halet et la mienne, et il a reconnu que ça a suscité un débat politique mondial important, que ça a permis une plus grande équité et transparence fiscale, et malgré tout on est l'objet d'une condamnation pénale avec de la prison avec sursis, donc c'est tout à fait paradoxal. Ce que j'attends, c'est une plus grande protection des lanceurs d'alerte et une plus grande justice fiscale. Après, on peut bien sûr détailler. Je pense que la France a déjà fait un grand pas en avant avec la loi Sapin 2. Après, je pense que l'étape suivante, c'est au niveau européen, puisque voilà, le terme de lanceur d'alerte a fait son apparition dans le droit européen, dans la directive secret des affaires. Donc on partait quand même d'un mauvais pied, mais je pense que maintenant il y a une pression assez importante du Parlement européen pour que la Commission européenne prenne une initiative en la matière, et il faut maintenir une pression citoyenne pour que ça aille dans le bon sens. Ça fait partie des risques du métier. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en même temps qu'on suit cette procédure dans laquelle on est impliqué, on voit effectivement des choses se dessiner, des changements législatifs, à la fois sur les enjeux qu'on a mis sur la place publique, les enjeux de justice fiscale, et en même temps sur des enjeux de protection des lanceurs d'alerte, puisque Raphaël Halet et Antoine Deltour sont mis en cause, que leur statut de lanceur d'alerte n'existe pas dans les textes dans tout un tas de pays, ou alors ils ne sont pas protégés, c'est le cas du Luxembourg. Donc c'est assez intéressant de voir ces choses-là évoluer aussi en parallèle, quoi. Ça, c'est intéressant de voir comment est-ce que on peut provoquer et aiguillonner les textes avancent, quoi. Mais moi, j'aimerais les voir avancer un petit peu plus vite, quoi. Pour l'instant, ça ne bouge pas assez. Ça ne bouge pas assez. Et objectivement, il y a une loi Sapin 2 qui est passée, il y a effectivement des mesures qui ont été prises pour les lanceurs d'alerte, mais ce n'est pas suffisant. Et surtout, pour les cas anciens, il n'y a pas de rétroactivité. Raphaël en est l'illustration, il est allé interpeller M. Sapin directement, qui n'avait qu'une chose en tête, c'était d'espérer qu'il soit luxembourgeois. Parce que comme ça, il ne dépendrait pas de la législation française. Donc il faut vraiment bouger là-dessus. Depuis la directive secret des affaires, on sent une contre-attaque réelle. Le journalisme d'investigation a pris une place plus importante en France ces derniers temps. Il y a eu des enquêtes fortes, importantes, dans plusieurs médias. Il y a eu des livres importants, forts, révélant plusieurs affaires. Mais il y a maintenant des attaques claires, nettes, précises. On a des menaces de procès, beaucoup plus qu'avant. On en aura beaucoup plus qu'avant.
ils n'ont absolument pas l'intention de nous laisser faire notre métier. Quand je dis nous, c'est nous tous, c'est nous à notre place de journalistes, Raphaël et Antoine à leur place de lanceurs d'alerte, vous à votre place de citoyens, de syndicalistes. C'est clair, il y a vraiment une bataille qui est lancée pour tenter de nous faire taire. La directive secret des affaires en fait partie, les tentatives de faire évoluer la législation française par les sénateurs aussi, et il y en aura d'autres. Donc ça veut dire que cette bataille-là, elle est loin d'être gagnée, elle est même, en ce moment, on sent même, nous, le périmètre se restreindre. La loi Sapin 2, je ne reviens pas sur les avancées, même si elles sont insuffisantes, comme l'a dit Élise Lucet. Quand même, elle offre une définition large des lanceurs d'alerte adossée à l'intérêt général, elle offre une protection, même si elle reste insuffisante, contre les licenciements et des représailles, et des sanctions contre les employeurs entravant justement les alertes. Déjà, ça ne vous a pas échappé, la droite a lancé un recours devant le Conseil constitutionnel pour faire invalider cette loi Sapin 2. Et même si la loi définit les circuits d'alerte, elle oblige le lanceur d'alerte d'abord à alerter son supérieur hiérarchique et son employeur, et dans un deuxième temps les ordres professionnels. Autrement dit, elle exclut la procédure d'alerte au sein même de l'entreprise avec les institutions représentatives du personnel et l'ensemble des organisations syndicales. Nous pensons, sans faire de procès, que c'est quand même pas un hasard et que c'est certainement pour éviter cette jonction forte du mouvement citoyen et effectivement du mouvement syndical, et faire en sorte que les salariés n'aient pas le droit d'être des citoyens à part entière dans l'entreprise. Donc on continuera le combat. Et juste pour conclure, je voulais dire qu'au-delà des différences d'appréciation syndicale, au-delà, j'ose le dire, des différences de conception du syndicalisme en France, au-delà parfois du travail en silo entre les associations d'un côté et le syndicalisme de l'autre, eh bien nous pensons que se serrer les coudes, c'est partager un objectif commun, c'est ouvrir des perspectives communes, et je dirais qu'ensemble, ne laissons pas les affaires du monde au monde des affaires et des affairistes. Allons-y ensemble et on peut gagner.